Donc on va vous présenter effectivement la place des femmes dans l'univers de Batman. Donc cette image est issue du comics Injustice, tiré lui-même du jeu vidéo, du célèbre jeu vidéo Injustice. Donc elle est assez emblématique de l'univers de Batman, puisqu'on n'y voit que des femmes. Ce qui arrive assez couramment, puisque là en fait c'est l'équipe de Batman qui n'est composée que de femmes dans Injustice. En fait Batman se bat contre Superman et il s'avère que Superman a dans son équipe presque que des hommes et Batman a dans son équipe uniquement des femmes. Tous les hommes sont morts et lui-même Batman est incapable de combattre, il est gravement blessé et donc ce seront les femmes qui prennent la relève. Donc comment en est-on arrivé là? C'est quand même extraordinaire dans un comics de super-héros qui exprime la masculinité, la virilité. Alors on va commencer en première partie sur quelle femme et quelle place. Donc moi je vais vous parler, on a fait un focus de 7 femmes. Évidemment c'est pas à prendre au pied de la lettre parce qu'il y en a énormément. C'est un des seuls, je dirais, parce que je connais pas tous les univers DC et Marvel confondus, où il y a autant de femmes, que ce soit en super-héroïne, en vilaine ou en femme, je vais dire classique, petite amie de Bruce Wayne, flic, etc. Donc là, la première femme qu'on a choisie, c'est évidemment Catwoman. Donc créée par Bill Finger et Bob Kane, qui sont les deux créateurs de Batman. Elle apparaît pour la première fois en 1940, soit un an après Batman, donc ça a été tout de suite évident de créer ce personnage. Son vrai nom est Selina Kyle, et Selina et Bruce Wayne vont se rencontrer, vont tomber amoureux, et vont tous deux savoir l'identité héroïque de l'autre. Donc c'est toute la particularité de Catwoman, c'est qu'elle sait qui est vraiment Batman, et tous deux ont le vilain jeu de mots, jeu de chat et de la souris, c'est-à-dire que je t'aime moi non plus, bisous pas bisous, câlin ou pas câlin, bon, voilà. C'est Catwoman et Batman. Ce qui est particulier avec elle, c'est qu'elle est ni gentille ni méchante. Il faut partir du principe que c'est pas une héroïne, c'est une voleuse de base. Et Batman essaye quand même à chaque fois de la ramener dans le droit chemin. Et elle prend, ça dépend des comics, mais des fois elle prend parti. Soit à prendre parti pour les vilains, soit pour les méchants. Les scénaristes ont du mal encore à se poser dessus, mais c'est en tout cas un personnage très intéressant qu'on va développer par la suite. La prochaine, évidemment, c'est Batgirl, qui est la petite, comment dire, pour moi, qui est la Robin féminine de Batman, sans vraiment être Robin, évidemment. Donc elle va tout de suite être prise sous le joug de Batman, et donc il va lui apprendre toutes ses techniques. De son vrai nom, c'est Barbara Gordon, qui est la fille du commissaire Gordon. Encore une fois, c'est un personnage intéressant parce que Barbara, dans sa vie civile, étudie la criminalité et a pour ambition de se battre contre le mal, mais avec la justice. Donc elle voulait étudier la criminalité et faire un peu comme son père. Finalement, elle tombe aussi sous l'effet de la cape et va faire équipe avec Batman. La seconde, Batwoman, donc qui est moins populaire, mais qui va l'être bientôt avec une future série à la télé. Il y en a deux à la base. Celle qu'on va parler, c'est la plus classique, c'est Kate Kane, qui est la cousine de Batman, qui est une ancienne militaire, qui a perdu sa mère lors d'un accident, qui est lesbienne, et qui est une des femmes les plus indépendantes et fortes de l'univers de Batman. La seconde, c'est Poison Ivy, évidemment, donc une qui est catégorisée comme une des méchantes de l'univers de Batman. Elle est connue pour être la femme poison, parce que poisson, c'est pas dans le thème, voilà. Et on va dire son atout charme, c'est qu'elle tue les hommes avec son baiser tueur. Ça marche. Donc celle-ci, vous la connaissez sûrement, c'est Harley Quinn, qui a été popularisée avec le film Suicide Squad, mais qui a été créée il y a bien longtemps, en 92, par Paul Dini et Bruce Timm dans la célèbre série animée 92. Vous voyez l'image, c'est
c'est la première fois et c'est son, entre guillemets, son vrai costume d'Arlequin. De son vrai nom, Harley Quinzel, elle est psychiatre et elle devient méchante en rencontrant le Joker. Donc le Joker est un de ses patients. À force de le voir et de normalement elle devait comment dire, soigner le Joker. C'est plutôt le Joker qui va s'occuper d'elle et elle va tomber amoureuse et va l'aider à s'évader de l'asile d'Arkham. Alors celle-ci, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Talia al Ghul, exactement, qui est la fille de Ra's al Ghul, que vous voyez donc à votre... Merci, je le savais. Qui est l'homme, alors c'est le chef de la Ligue des Ombres, qui a tout appris à Batman. Mais Ra's al Ghul est un de ses pires ennemis. Et donc c'est sa fille, et Talia al Ghul a la particularité d'être sortie, d'avoir été même mariée à Batman. Et notamment, ils ont un fils ensemble, Damian Wayne, qui est le dernier Robin, le 4e. Et elle est dans une certaine dualité entre suivre son père et ses idées maléfiques, et en même temps son amant, à qui elle voue quand même une certaine fidélité entre cette guerre-là. La dernière que je trouvais très intéressante de parler, c'est Renée Montoya. Alors là, on n'est pas du tout dans une super-héroïne, c'est une flic, elle travaille avec Bullock et Gordon. Donc on est un peu sur le même style que Batwoman. Même style, c'est parce que voilà, on est sur des femmes très différentes et loin des codes. Donc elle est hispanique, lesbienne et qui est plutôt attachée à suivre la justice et pas les super-héros. Personnage très intéressant. Donc voilà, donc on va de ces 7 personnages-là réfléchir sur la place des femmes et qu'est-ce qu'elles signifient dans l'univers de Batman. Donc effectivement, déjà on a commencé par la quantité. Est-ce que vous pouvez citer par exemple des femmes emblématiques du monde de Superman? Lois Lane et Supergirl. Supergirl. Ouais, Supergirl. Power Girl. Ouais. Oui, mais c'est une version parallèle. Voilà. Et en fait c'est tout. Là on vous en a présenté 6 et c'est rien en fait. Donc de l'univers de Batman, c'est déjà beaucoup comparé à d'autres super-héros, mais c'est rien comparé surtout à la place qu'elle représente. Si on veut une des représentations les plus flagrantes de la place des femmes dans l'univers de Batman, c'est un personnage qui n'est pas vraiment connu, Leslie Tompkins, qui est en fait un peu la figure de la mère pour Batman. Parce qu'il faut savoir que donc, Batman a été créé en ayant vu mourir son père et sa mère. On connaît tous la figure emblématique du père pour Batman, c'est Alfred, son majordome. Mais une figure beaucoup moins connue et pourtant très puissante, c'est Leslie Tompkins qui l'a recueilli et qui l'a soigné moralement une fois le choc passé. Et en fait, c'est la seule que Batman vraiment respecte énormément au plus profond de lui-même, qu'il considère comme sa mère, et c'est la seule qui peut lui faire tous les reproches du monde sans qu'il ne dise rien. En fait, il est comme un petit chien battu à côté, il est comme un enfant à côté d'elle. Donc ça, c'est une image assez représentative de la place importante sentimentalement que la femme représente pour Batman. Superman pose une question. Dans la série de 66 de Batman, on retrouve comment s'appelle, Alfred et la tante aussi. Ouais, c'est une tante Ariette, mais qui est purement imaginée par la série de 66. Elle connaît l'identité de Batman et elle désapprouve totalement. Voilà, donc elle lui dit tous les jours, elle lui dit qu'elle désapprouve totalement sa violence, qu'elle ne veut pas l'aider. Alfred aussi, hein. Ouais, mais beaucoup moins. Elle refuse de l'aider carrément. On a aussi donc dans les Batgirls, justement, dans la place prépondérante des Batgirls, il y a la quantité de Batgirls. Parce que tout à l'heure on vous a parlé principalement de la fille de Gordon, mais en fait là sur cette image on en voit déjà 3. Barbara Gordon, on a aussi Spoiler qui est à droite, Stephanie Brown en fait, et ensuite Cassandra Cain qui est en bas. Et en fait ce sont tous des jeunes filles que Batman recueille qui sont plus ou moins paumées et qu'il tente d'aider à s'en sortir, surtout Cassandra Cain en fait, qui a été plongée dans la violence et qui refuse de parler, qui est très touchée psychologiquement par son passé et son enfance. Et en fait,
Batman il tient énormément à ces jeunes filles. Il les prend sous son aile et elles occupent une place, une sorte de sagesse. Batgirl est beaucoup plus sage que Batman. La figure de Batgirl, pas une des Batgirl. Elles sont toutes beaucoup plus sages que Batman et beaucoup moins impulsives. Et elles l'aident à acquérir une certaine forme de sagesse, tout comme lui leur apporte énormément. On a également la place des héroïnes principales. Elle est signalée par Batwoman par exemple et par Catwoman dans le sens où elles aussi elles deviennent des héroïnes à part entière. Elles ont toutes droit à une série, soit une série de comics, par exemple dans la série Batgirl. On n'a pas de série Lois Lane par exemple. Voilà. Il y en a une il y a très longtemps. Ouais, mais qui ne concernait pas que Lois Lane. Si, mais là je crois que c'était il y a très longtemps. Ils avaient fait des mini-séries de Jimmy Olsen, il y a super longtemps. Ok. Tandis que là, en fait, là on voit donc la série télévisée Arrow où Batwoman apparaît. En fait, la plupart des héroïnes de l'univers de Batman ont droit à leur série à part entière, aussi bien dans les comics, par exemple Batgirl, Catwoman ont droit à leurs comics, à leur série Queen aussi à part, voire à leur série télé, donc comme Batwoman, qui montre que les femmes dans l'univers de Batman ont une place prépondérante vraiment en tant qu'héroïne à part entière. Tu voulais peut-être montrer l'extrait de Bird of Prey pour expliquer, attends, juste un peu, c'est donc 3 femmes, Batgirl, Black Canary et Huntress. Donc du coup il y aura un prochain film avec la présence d'Harley Quinn. Il y a une supposée bande-annonce. Ouais, si elle fonctionne. Un truc toujours incarné par Margot Robbie. C'est ça. C'est ça. Et c'est elle qui a produit, en partie produit le film. Le film, est-ce que vous êtes meilleur sur Suicide Squad ou parce que Ce sera pas difficile. Vu l'extrait de bande-annonce. Maintenant on fait des films carrément sur les méchantes ou sur les femmes en général de l'univers de Batman. Il n'y a plus de films sur Batman, etc. Enfin, Batman et Catwoman, vraiment elles prennent une place à part entière dans l'univers. Elles sont pas liées aux hommes en fait, c'est voilà. assez inédit et nouveau. Du coup dans la deuxième partie on va parler de la place ambiguë de la femme qui à chaque fois, pour toutes, oscille entre cliché et indépendance. On ne sait pas trop si le cliché du coup permet de montrer des contre-stéréotypes, mais en tout cas c'est toujours très très ambivalent. Là je vais commencer avec le trio qu'on appelle aussi Gotham City Sirens, donc le trio de vilaines, Poison Ivy, Catwoman et Harley Quinn. J'ai lu quelque chose de très intéressant, une thèse où ce jeune étudiant nommait Catwoman comme la femme chat, la fille fleur et l'hystérique. c'est pas faux. Eh ben, pas tout à fait. Donc la femme chat, oui, ok. Donc Catwoman, elle répond exactement à certains poncifs féminins. C'est une voleuse, c'est une femme obsédée par l'argent, par les bijoux. Bon super, là on est vraiment dans la catégorie des femmes qui se marient avec des riches hommes pour avoir des sous. Sur Poison Ivy, on est sur la femme fatale des années 30 du cinéma noir. Donc le cinéma qui a créé voilà, les codes du noir et les codes du film noir où c'est une femme qui n'est pas liée aux hommes, qui est totalement indépendante, qui comment dire, physiquement a des atouts très féminins, très sexy, mais ne se donne jamais. Vous n'allez jamais voir Poison Ivy complètement tomber dans les bras d'un homme, ou si elle embrasse un homme, c'est pas pour le séduire ou l'emmener dans son lit, c'est plutôt pour le tuer. Ça c'est au moins assez clair. Et ensuite l'hystérique. Sur ce point, j'ai quand même envie de soulever un point. Il n'y a pas longtemps sur le site Batman Legend, on a discuté avec un psychologue qui a fait des études sur Batman, la psychologie de Batman entre autres. Très intéressant d'ailleurs. On vous parlera après de son site et comment on peut retrouver son article. Et moi je lui disais, mais est-ce que vraiment tu penses, parce que l'hystérie, être hystérique c'est une maladie, l'hystérie. On ramène ça toujours aux femmes à l'époque des sorcières, à l'âge médiéval, mais est-ce que tu penses du coup que Harley Quinn est malade? Parce que moi personnellement, je la trouve folle, elle est folle d'avoir tombé amoureuse du Joker, mais elle a conscience qu'elle tombe amoureuse.
elle a choisi de tomber amoureuse et elle a choisi de suivre cette vie, parce que dans les comics, si vous lisez, ou dans les films, elle a toujours des moments où elle peut quitter le Joker. Elle le sait, elle a une brèche, elle a une porte et elle revient. Et il était d'accord avec moi, elle n'est pas malade, elle n'est pas hystérique, elle est follement amoureuse. Donc c'est très intéressant de voir ces trois femmes qui ont des clichés féminins, donc l'hystérie pour Harley Quinn qui revient, voilà, comme je l'ai dit, aux sorcières complètement folles amoureuses d'Harley. On a le stéréotype avec Catwoman de la femme qui aime l'argent, qui aime les bijoux, qui vole, et le stéréotype de femme fatale pour Poison Ivy. Mais ce qui est intéressant avec ces trois personnages, c'est que elles vont dépasser ces clichés. Pourquoi? Parce que Catwoman, on peut se dire qu'elle va profiter de la richesse de Bruce Wayne, finalement, si elle aime les bijoux. Non, c'est toujours elle qui impose une distance. Donc jamais elle va elle-même aller voir Bruce Wayne et lui demander d'être maintenant une vraie princesse, parce qu'il faut savoir que Selina Kyle, elle a vécu dans la rue, elle a vécu une enfance difficile, elle pourrait résoudre tous ses problèmes en étant avec Bruce Wayne, elle le sait. Et en fait non, elle va plus loin que ce cliché de la femme qui va facilement succomber à ça. Pareil, Poison Ivy, femme fatale, elle n'a aucun homme dans sa vie, c'est une femme, jamais on la voit au bras d'un homme, à part pour du coup le tuer. Bah, finalement, on se rend compte que sur certains comics, et surtout dans la série animée 92, elle ne veut qu'une chose, c'est être mère. Et moi, ce que j'ai appris récemment, c'est que de par ses pouvoirs, elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et c'est pour ça qu'elle a une relation particulière avec ses plantes, où des fois, on a l'impression que c'est ses bébés. Finalement, cette femme fatale des années 30 veut être maman. Harley Quinn, c'est la même chose. Quand on s'intéresse un peu plus au personnage, souvent elle rêve ou elle mentionne qu'elle veut juste être amoureuse du Joker, avoir des enfants avec lui. Par rapport à Poison Ivy, ouais. J'avais lu il y a de ça un an une très bonne mini-série où il la remonte dans sa... C'est une botaniste excellente de réputation mondiale. Oui, c'est une botaniste, oui, j'ai oublié de mentionner. En génétique, et sans spoiler, elle crée 3 adolescentes mini-plantes. C'est un très bon comics, ouais. Elle va créer des mini-enfants verts. Parce que du coup, c'est lié au blanc. Une croissance un peu particulière, voilà, c'est ça. Qui ont des pouvoirs plus ou moins similaires aussi. Oui. Elle a vraiment un vrai manque, mais que du coup, elle en parle rarement parce que le 10 mots de la femme fatale, elle peut pas montrer ça. La femme fatale, elle a besoin de personne. Ni homme, ni chat, ni chien, ni techniquement pas d'amis. Mais là, pour le coup, elles sont... Enfin, c'est surtout Poison Ivy et Harley Quinn qui sont amies. Et pareil, Harley Quinn dépasse ses clichés parce que elle n'est pas seulement méchante et folle amoureuse et folle au point de tuer, parce que c'est une méchante qui tue. Elle veut aussi finalement avoir une vie assez banale avec des enfants, etc. 2 autres exemples très intéressants de femmes qui osent entre clichés et indépendance, mais pour le coup surtout indépendance. Donc là c'est Batwoman, alias Katie Kane. Donc là j'en ai parlé un peu plus tôt, mais elle est Batman en version féminin. Malheureusement elle est assez masculanisée. C'est pas du tout ce que je viens de dire. Mais vous avez compris, donc voilà, j'ai pas besoin de répéter. Pourquoi? Parce que il y a un quota de femmes sexy. Les femmes qu'on a vues plus haut, les 3 qu'on a vues, c'est les femmes sexy de l'univers Batman. Du coup, il faut pallier avec des femmes un peu moins. Alors ce qui aide, c'est qu'elle est lesbienne. Donc là, on est purement dans un cliché. Parce qu'elle est lesbienne, vous allez voir dans les comics, elle marche comme... C'est complètement débile. Elle a des vestes en cuir. Enfin, je dis pas que c'est pas possible, c'est pas compatible, mais on rentre dans un cliché. Donc elle est lesbienne, elle est ancienne militaire, des problèmes avec son père, des gros problèmes avec son père, une rivalité certaine avec Batman, et elle est rousse. C'est pas anodin qu'elle soit rousse. C'est un aussi vieux stéréotype de la femme rousse, mythologie de la sorcière, etc. aussi. Et donc du coup, pour pallier à tout ça,
voilà, on la montre sous un jour assez masculin. C'est aussi une femme forte parce que du coup, elle prend son indépendance, où on a même une série de comics, Infinity Crisis, en 2005, où Batman lui laisse Gotham et lui dit bah, c'est toi qui vas être la justicière de Gotham. Donc ça c'est assez fort parce que c'est elle qui a la ville de Gotham en main. Ça s'est jamais vu dans d'autres séries comics, déjà une passation comme ça d'homme à femme. Parce que logiquement il aurait pu très bien lui passer à Dick Grayson. Hein. Il aurait très bien, ou à Superman par exemple, échange de bons procédés, Metropolis, Gotham. Pas du tout, il l'a laissé à elle. C'est toujours l'homme qui donne à la femme. Là. Alors oui, le problème c'est qu'elles sont intimement liées à Batman parce que si elle n'existerait pas sans Batman. Mais en même temps, elle a quand même géré la vie toute seule. Et dans les comics, par exemple, il y a une série Batman Detective Comics qui est très bien. Et Batman lui laisse le contrôle de l'équipe et n'empiète pas sur ses idées. C'est-à-dire, il aurait pu lui laisser le contrôle et lui dire bah, tu vas répéter à l'équipe que les ordres c'est ça, c'est ça. C'est elle qui fait les ordres, c'est elle qui décide. Et si elle a envie de se barrer, elle se barre. On continue du coup avec l'autre exemple, Renée Montoya. Donc elle pareil, il y a une phrase de Paul Dini, donc il l'a créée pour la série animée 92. Donc on lui demande pourquoi vous avez créé Renée Montoya. Il fallait apporter une nouvelle présence ethnique et féminine dans cet environnement presque totalement masculin. Ce qui est différent avec Renée Montoya, c'est que elle a tout de suite un rôle très important dès le premier épisode, et on s'en fout de son origine, on s'en fout de son sexe, elle est commissaire. Et c'est ça qui est très fort avec ce personnage, c'est qu'on va pas s'intéresser à elle parce que c'est une femme, parce que c'est une super héroïne, mais parce qu'elle fait son boulot de flic et elle le fait bien. Et en plus, elle accompagne le sergent Bullock, qui est quand même un spécimen dans la JCPD de Gotham, et donc du coup c'est bien d'avoir quelqu'un qui le calme comme ça, je pense. Et pareil, pour parler du physique, donc tout à l'heure vous vous souvenez sur ces 3 femmes fatales, Renée Montoya, ça va être soit le costume de flic, soit dans les comics un grand caban noir, voilà, on montre pas forcément le physique, il n'y a pas besoin, parce que c'est une flic avant d'être une femme. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, elle n'exprime pas parce que c'est juste une femme. Enfin, pour finir, 2 points assez intéressants. Batgirl et Talia. Donc je vais commencer avec Batgirl. Elle oscille entre cliché et indépendance. Un gros cliché. J'ai vu une chose qui était très intéressante. Gaëlle Simone, qui est une scénariste qui a dessiné notamment Batman, dessinatrice qui a dessiné Batman, qui a inventé un peu le concept de femme dans le réfrigérateur. Femme dans le réfrigérateur, ça veut dire que un super-héros, des fois quand il se retrouve dans une situation où sa femme, ou sa petite amie, ou sa mère est morte ou en danger de mort, du coup il va aller la secourir, finalement elle est morte, c'est là qu'il va se décider à la venger et qu'il va devenir méchant, et hop, l'histoire avance. Donc en fait on est en train d'utiliser la mort d'une femme pour créer l'histoire. Donc en fait on sert juste à mourir. Clairement, c'est la femme dans le réfrigérateur. On est une sorte de cliffhanger, de point de passage à une story. Et pour le coup, Batgirl est tombée dedans. Elle est la femme dans le réfrigérateur dans The Killing Joke. Donc l'histoire, c'est que le Joker, pour toucher Gordon, c'est très intéressant, pour faire du mal à Gordon, va toucher sa fille Barbara, qui est Batgirl. Il lui tire dessus, elle est touchée à la colonne vertébrale, et donc du coup après il la met nue, et comme vous voyez là sur l'écran, elle est nue. On suppose, mais ça tu vas en parler dans ta partie, mais on ne sait pas si c'est une histoire de viol ou pas, c'est horrible cette histoire. Et il force son père à regarder des photos d'elle comme ça, et bah, de là l'histoire va plus vite. Parce qu'on a mis une femme dans une situation juste horrible. Et ça par contre, ça touche que les femmes. Batgirl aussi sort de ce cliché par contre, parce que c'est une des... Excusez-moi. Oui. Il y a le Joker qui s'attaque aussi
Robin. Oui, il meurt aussi. Oui, bien sûr. J'ai oublié. Ça, Ouais, ça- mais raison. il n'y a que les femmes qui sont dans cette situation-là, c'est pas tout à fait. Bah, Robin, il rentre Oui. pas vraiment dans la femme dans le réfrigérateur par contre, parce que Non, je suis d'accord, mais il se fait tuer par le Joker et ça. ah oui, avance oui, quand par même contre, oui, je suis exactement d'accord. ça. Je suis Donc, il y a d'accord. pas que les femmes qui se retrouvent dans cette situation. Ouais. de En fait, non, ça fait relancer, rien commencer la mort de Robin. En fait, la femme dans le réfrigérateur, c'est pas vraiment L'histoire se termine. La mort de Jane Enfin, je veux dire, dans l'univers Batman, beaucoup plus terne, à la limite de franchir la ligne rouge. Certes, oui. mais Et c'était pas il prévu. revient dans le quand il y a Tim Drake qui devine une Oui, identité mais ça, qui c'est est le troisième Robin. une conséquence de plusieurs scénaristes. En fait, là, on parle dans une seule histoire. C'est une action, c'est un peu... voilà, c'est une action qui a fait avancer l'histoire. Et que la mort de Robin, elle apparaît à la fin de l'histoire, point barre. Après, les scénaristes, ils en font ce qu'ils veulent. Ils ont choisi de faire ça a transformer. découlé des choses. Voilà. Ouais. Mais du coup, ce n'est pas le déclenchement d'une histoire. C'est ça... Par rapport à un comic book. Ouais. Voilà, c'est Ouais. au sein d'un comic book. En fait, la mort de Robin, c'est la fin de l'histoire. Après, les scénaristes, ils en font ce qu'ils veulent. De toute façon, tout a toujours une conséquence. Tout comme la blessure de Barbara a une conséquence ensuite sur l'histoire de Barbara que n'avait pas prévu Alan Moore, d'ailleurs. Et le scénariste de Killing Joke. Donc, les conséquences de la mort de Robin, ce sont d'autres scénaristes qui ont imaginé que ça a pu créer. Et encore, ça a créé juste la tristesse de Batman. Et puis voilà, et d'autres se sont dit, ah tiens, il faudrait faire venir un Tim Drake. Donc voilà, on peut... C'est pas là exactement le même contexte. Mais voilà, on a fait un peu le tour sur Batgirl et on va finir avec Talia. C'est très intéressant comme personnage féminin parce qu'elle est vraiment dans la dualité entre répondre à son père. Elle cherche constamment le regard positif de son père, sauf que son père a toujours valorisé les hommes. Et même si Talia est la meilleure, parce que Talia a 4 frères. Et donc du coup, elle a toujours été meilleure que ses 4 frères, mais son père, Ra's al Ghul, a toujours privilégié les hommes. Et sa fille n'a aucune valeur parce que c'est une fille. Elle n'aura pas assez la force pour devenir leader de la Ligue des Ombres, mais elle sera quand même la leader, c'est quand même elle la meilleure. Donc c'est très intéressant cette façon où elle recherche toujours le regard de son père, et en même temps, elle ne fait que s'éloigner de lui parce que elle entretient toujours des liens avec son ancien amant qui est Batman. Parce que même en ayant fini sa relation avec lui, elle va constamment, quand il y a des guerres entre Ra's al Ghul et Batman, secrètement, elle va aider Batman. Ou en tout cas, elle va pas aller contre lui. Ou aller pour son père. Elle va jouer une certaine neutralité. C'est une femme indépendante et une mère indépendante. Car quand elle a su qu'elle était enceinte de Batman, donc de Bruce Wayne, elle ne lui a pas dit. Elle a décidé de garder son fils et de l'élever seule. Et c'est quand même assez inédit et je pense oser dans les comics à ce moment-là d'avoir mis une femme et une mère indépendante et à ce jour toujours célibataire. Elle se remet toujours pas de sa relation avec lui. Les comics suivent généralement la société américaine aussi. De quoi? Par rapport aux femmes, tout ça. Par exemple, dans les années 60, quand les vraies héroïnes sont arrivées dans les comics, c'est parce qu'il y a eu un gros mouvement des femmes dans les années 60. Ça, on en parle dans la troisième partie. Voilà. Il anticipe toujours les... Comme l'homosexualité aux États-Unis qui arrive. C'est ça. C'est ça aussi que dans les comics, on retrouve aussi maintenant les mères sœurs. Ça suit vraiment. On va parler de cet aspect historique après. Est-ce que dans l'interprétation par rapport à Talia al Ghul, est-ce que justement elle cherche à faire une dualité avec son père en aidant Batman pour justement lui dire parce que justement pour qu'elle puisse être vue un peu plus par son père. Je pense que c'est pas anodin qu'elle veuille aider Batman alors qu'elle a toujours été dans l'opposition. Oui. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas dans cette sélection de femmes, parce qu'il y en a énormément. Et c'est assez intéressant de voir cette dualité entre cliché et indépendance. Mais globalement, pour moi, elles sont toutes d'une certaine manière indépendantes et dépassent chacune leurs clichés à leur manière. Là, on fait un petit point pour finir sur cette partie-là avec le rôle ambigu de Batman. Parce que je me suis rendu compte en faisant des petites recherches qu'à part René Montoya, Batman a une relation avec toutes ses femmes. C'est impressionnant comme il a un rapport particulier aux femmes.
où c'est le célibataire le plus connu de Gotham, et pourtant il est constamment avec des femmes. Ou en tout cas, finalement, je pense qu'il ne peut pas s'en passer. Il doit se dire qu'il ne peut pas être avec quelqu'un parce que voilà, sûrement la mort de sa mère a dû créer quand même un choc psychologique. Mais finalement, il est très bien entouré. La première relation, elle est connue, c'est Catwoman. Aujourd'hui, c'est même décrit en mariage dans la série de comics Tom King, série Rebirth. Donc normalement, le prochain numéro serait le mariage ou pas. C'est comme j'ai dit, un jeu de chat et souris très intéressant parce que chacun se connaisse, que ce soit dans leur identité civile que par leur costume. Mais Batman aussi a une relation avec Poison Ivy que j'ai trouvée. Alors eux, c'est pas vraiment une relation officielle, c'est plutôt une forte tension sexuelle qui a dynamisé certains comics américains, donc c'est pas sorti en France, et un petit peu dans la série animée. Par rapport à Harley, alors il n'a pas vraiment eu de relation amoureuse, il en a pas eu. Par contre, il a un rôle ambigu avec elle. Même moi, je trouve qu'avec Harley, il fait un peu le papa. Je le trouve un peu condescendant avec elle. Je parle à une idiote et je suis totalement consciente que je parle à une idiote. C'est mon avis personnel. Très récemment, dans la série de Rebirth, Tom King, le numéro le 5 ou le 6, Poison Ivy en fait rend tout le monde en plante. Tout le monde est hypnotisé par la plante. Et donc du coup, il a une relation avec elle où il va pas agir comme un méchant, le Pingouin ou Mr. Freeze. Ça va finir avec une discussion où il écoute. C'est vachement impressionnant. Et juste un truc, je parlais de No Man's Land où elle transforme, je crois, le jardin de Gotham dans une vaste rêve. Il passe un accord avec elle en lui disant je te laisse faire ça, j'y touche pas, je te laisse la zone, mais en échange je veux que tu laisses les gens prélever des fruits et des légumes pour pouvoir se nourrir. Et elle accepte. C'est ça ça fait partie du rôle ambigu de Batman, c'est-à-dire qu'avec les méchantes, il est différent qu'avec les méchants. Il est plus tolérant, il est plus dans la discussion avec les vilaines qu'avec les... Après, il y a des exceptions aussi, il discute pas mal avec le Pingouin, parce que le Pingouin fait moins peur, il est moins violent que Bane, par exemple, si on prend les deux. Évidemment, donc ça je vais pas en parler, mais une relation avec Talia, ils ont eu un enfant. Alors, la prochaine image, c'est Batwoman. Attention, je parle pas de la Batwoman qu'on a parlé depuis le début, car il y a eu deux Batwoman. Il y a eu, donc la toute première, c'est celle-ci, c'est Katy Kane. Donc là, c'est pas du tout la militaire ou la lesbienne, c'est pas Katy Kane. C'est pas Kat Kane, celle-ci c'est Katy Kane. Et en fait, elle a été créée parce qu'il manquait de personnages féminins. C'était après Robin. Et ils ont voulu donner une relation amoureuse à Batman. Et ils sont sortis ensemble. Et Batwoman, donc celle-ci a été folle amoureuse de Batman, mais il s'en est un peu fichu. Donc là, ça a été un peu échoué. Après, c'est Kat Kane qui a repris le rôle. Et j'ai trouvé aussi une relation amoureuse avec Batgirl. Donc dans dans la série The New Batman Adventure où Bruce et Barbara connaissent une petite relation. Et Bruce en fait arrête tout et Barbara le prend très très mal. Et c'est comme ça qu'elle va arrêter sa lutte contre le crime. En tout cas, c'est une des versions. Et donc voilà, c'est la seule qui n'a pas eu de relation, c'est René Montoya. Donc c'est assez... Donc voilà, c'est ta partie. Alors ici il y a juste... Ah oui, sur Arkham, mais tu t'en parles mieux que moi. Voilà, je connais bien Arkham Asylum. Donc en fait là on vient justement pour montrer donc, ce rôle ambigu de la femme dans l'univers de Batman. C'est la place de la mère, encore une fois. Qui est magnifiquement, là c'est juste pour votre intérêt, si vous n'avez pas lu cet ouvrage, Arkham Asylum. Dont est tiré d'ailleurs le jeu vidéo de Rocksteady. En fait, c'est un comics assez particulier qui fait assez peur et qui met en avant la psychologie de Batman et la psychologie du fondateur de l'asile d'Arkham dans leur rapport avec la mère.
Donc, qui montre que Batman, là, ici, on voit un Batman non plus attiré vers la mer, mais complètement terrorisé par la mer, puisque sa mère l'a abandonné, entre guillemets, en étant morte. C'est quand même... voilà, c'est pas de sa faute, hein, elle l'a pas choisi, mais lui, il le voit comme ça dans ce comics. Et tout comme le maire de fondateur d'Arkham devient complètement folle et le rend lui aussi complètement fou. Donc la mère engendre la folie chez Batman comme chez le fondateur de la ville d'Arkham. Donc c'est assez particulier, c'est un comics à lire, un chef-d'œuvre et qui est très intéressant pour la psychologie de Batman et surtout du rôle de la mère. On le retrouve aussi chez les méchants, hein, dans les... par exemple chez le pingouin, il y a un problème aussi avec la mère aussi. Oui, Ouais. exact, ouais. Le Joker aussi, il va avoir, je crois, un film qui va sortir sur le Joker. Ouais. Ouais, Avec, et si vous regardez bien, même les vieux, moi je m'intéresse beaucoup, c'est aux très très vieux. Même le premier Batman, le tout premier qui est sorti, Batman a un flingue. Le tout premier. Et c'est assez intéressant, c'est que les méchants, si on regarde bien, ils ont toujours un problème avec leur mère. Ouais, bah ouais. Parce que le pingouin, c'est la mère qui l'avait rejeté. Ça, c'est les conséquences en fait de toute la psychologie de Freud, de la psychanalyse de Freud, qui a influencé sur la pensée, sur les schémas de pensée en fait, des Occidentaux, des Américains comme des Européens. Après, je voulais parler à propos de la femme de Catwoman. On est en 40. Catwoman, moi je trouve qu'elle a une grande place dès qu'elle arrive. Je veux dire, c'est vraiment la femme vraiment indépendante. Et si on regarde bien la psychologie de Catwoman dès le départ, c'est un jeu pour elle voler, tout ça. C'est juste un jeu de pouvoir, juste pour dire non, c'est ça. Oui. Mais sinon, derrière ça, c'est la femme indépendante qui fait ce qu'elle veut, elle sort avec qui elle veut. Et là, on est en 40 et moi je trouve que c'est vraiment... Oui, ouais, d'accord. Donc ça tombe bien, ça fait une bonne condition. Donc on va parler là, on va voir si finalement l'évolution de la place des femmes dans l'univers de Batman suit bien l'évolution de la place des femmes dans la société. Donc on a plusieurs phases, on a d'abord des années 40 aux années 60 justement, avec l'apparition de Catwoman, donc on en a brièvement parlé, donc là je vais jamais m'étaler dessus. Mais Catwoman, c'est la femme sournoise. Au début, voilà, elle est indépendante certes, mais elle cumule tous les clichés, quoi. La femme sournoise, séduisante, féline, séductrice. Et en fait, il n'y a pratiquement que elle comme femme dans l'univers de Batman. Donc, on a vu avec Batwoman, donc d'un côté la séductrice et de l'autre côté la femme sage. Batwoman est une justicière, mais elle se marie avec Batman et elle se range dans les années 40. Et d'ailleurs, dans un comics, j'ai trouvé cette citation, il dit à Robin, les femmes sont imprévisibles, on ne peut jamais prévoir ce qu'elles vont faire. Donc voilà, ce qui reflète quand même la place des femmes dans les comics de ces années-là. Jusque dans les années 50, on voit Catwoman, qui est quasiment la seule femme de son entourage, mis à part quelques femmes dans son rôle de playboy millionnaire, mais qui ont très peu d'influence. Il y a également Vicky Vale, qui elle, donc là c'est dommage, j'avais un extrait vidéo, mais je pense pas. Alors c'est un extrait des années 80, du film de Tim Burton, mais qui reflète en fait la Vicky Vale qu'on a dans les années 40 et 50, à savoir une journaliste, la femme américaine, de l'autre côté de la femme américaine, celle qui travaille, qui est arriviste, enfin carriériste, la femme modèle de l'après-guerre, qui est la femme moderne américaine, quoi. Donc voilà, on a quand même ce côté-là qui commence à ressortir, mais à côté de ça, on a toujours ce modèle de la femme qui est sauvée par Batman, y compris dans les années 60. Hein. En 1954 apparaît le Comics Code Authority, qui est un code de censure des comics. Donc plus de drogue, plus de violence, plus de sexualité. Catwoman disparaît. On la revoit plus. Donc c'est Batwoman qui prend sa place, la femme mariée et sage. Catwoman réapparaît en 1966 dans la célèbre série télé avec Adam West. Elle est interprétée par Julie Newmar. Vous voyez bien l'hyper-sensualité de Catwoman. Elle chauffe Batman, carrément. Lui, il en a peur, vu que c'est un peu un gros boulet dans cette série. Et cette Julie Newmar, elle joue tellement bien Catwoman qu'elle redonne vraiment le goût pour ce personnage et pour la place des femmes dans l'univers Batman. Donc là, fini la censure de 1950,
les spectateurs de la télé redemandent du féminin. Dans cette série apparaît aussi Batgirl. Donc là, pareil, on demande une nouvelle Batgirl, un peu plus débrouillarde aussi. Bon, même si dans la série, là, à un moment, Batman, il dit à Robin, fais gaffe, hein, Batgirl, faut lui apprendre à rester à sa place. Plutôt comique, c'est que c'est un peu curieux. Oui, oui, c'est très comique. Hein. C'est de la parodie. D'ailleurs, Catwoman, elle est Il y vraiment a très drôle. qui joue jamais la nuit, c'est pratiquement que le jour. Ouais, ouais. Oui, oui. Ouais, c'est C'est très ça. pop, Ouais. très coloré. Voilà. Même il y a des moments où on voit ils font de la danse. Ouais. Donc c'est vraiment une série très parodique, très drôle à voir. Et c'est là, en fait, paradoxalement, elle signe la renaissance de la femme dans l'univers de Batman, qui était complètement délaissé dans les années 50. Mais dans tous les films, on le voit. Hein. Aux États-Unis, à partir des années 50, quand il y a la censure, Ouais. ça a vraiment cassé le cinéma américain. Et après Hollywood et tout ça, ils ont dit bon, ça va. À signaler qu'en 66-68, période des 3 saisons de la série, il y a ce dont vous parliez, donc la révolution sexuelle, Ouais. aux États-Unis comme en Europe, à la fin des années 60. En 1969, on a Woodstock, le festival de Woodstock, qui est quand même symbole de cette exubérance, de la place de la drogue, la place de la libération de la femme. C'est là aussi dans les années 70 qu'on commence à légaliser la contraception, l'avortement. Donc voilà, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Donc les comics, c'est aussi le symbole de la contre-culture. Donc c'est les premiers justement à réagir à ce mouvement. On a un mouvement plus général de révolution dans les comics. Cette image montre un Batman dessiné par Neil Adams qui a révolutionné le personnage de Batman à la fin des années 60 et au milieu des années 70 avec le scénariste Dean Sonney. C'est aussi en 71 qu'apparaît Talia al Ghul, dont on a parlé. Donc c'est dans toutes ces années-là qu'apparaissent vraiment des femmes de caractère. Donc je ne vais pas vous représenter Talia al Ghul, qui est une femme indépendante. C'est là également qu'apparaît à nouveau Batgirl, mais un autre visage, quoi. C'est plus la Batgirl sage également, c'est la Batgirl vraiment très indépendante. Dans les années 80, également, c'est là qu'apparaît du coup la Robin féminine, donc en 1986, par Frank Miller. Ouais, voilà. Voilà, Carrie Kelly. Alors ça, pareil, c'est très étonnant. Comment a-t-il osé faire une Robin féminine, quoi? On a tout osé, mais faire une Robin féminine, ça fait très bizarre. Elle a été intégrée dans la continuité officielle, Ouais. même si on n'a pas beaucoup revu récemment. Ouais, mais justement, c'est un peu un défaut, c'est qu'il l'a créée, elle est devenue même vraiment une héroïne presque plus importante que Batman dans les ouvrages de Frank Miller, surtout les derniers qu'il a publiés il n'y a pas longtemps. Oui. Donc Carrie Kelly, Frank Miller est très attaché à sa Robin. Vraiment, il trouve que c'est un... Voilà, il en a fait un personnage très C'est intéressant. vrai ce que vous dites, parce que c'est une petite anecdote, mais là il y a une Robin qui est sortie, et ils ont fait des couvertures pour chaque décennie. Et du coup, là, je crois que c'est la décennie 80, c'est Frank Miller qui s'occupe de la couverture, donc la représente Batman, et la Robin féminine. Donc Ouais. elle apparaît dans la couverture. Ouais. C'est pas rien. Pour lui, elle est très importante en fait. Ouais. C'est pas rien, parce que d'autres couvertures, il n'y a que Batman, mais elle apparaît, enfin, Voilà. Carrie, Et le parrain. Le parrain. Alors des années 90 aujourd'hui, j'ai volontairement pas la choisi une meilleure image, période. C'est la SC. voilà, une image assez particulière, puisque en 1989, donc qui marque un renouveau avec le Dark Knight de 86, mais surtout un renouveau pour Catwoman. On a une vision totalement nouvelle, même par rapport aux années 60-70, de la femme. Par exemple, Catwoman devient une prostituée, carrément. Donc c'est assez osé dans le film Batman, dans le livre Batman année 1. Donc elle devient une prostituée. Donc là, on inaugure une ère nouvelle. Les femmes représentent vraiment autre chose, enfin vraiment l'interdit dans la société actuelle, soit les interdits ou surtout les minorités en fait. Les années 90 à aujourd'hui, c'est vraiment l'ère des minorités, donc comme vous en parliez aujourd'hui, aussi bien pour les personnages masculins, donc on a beaucoup de musulmans, de chinois, de toutes les nationalités en fait, pour conquérir de nouveaux publics.
Alors parfois c'est mal amené dans le sens où ça n'a pas de... Enfin, c'est vraiment faire de la minorité pour faire de la minorité, pour attirer du public sans fond. Parfois c'est très bien fait, comme dans justement les personnages féminins de Batman apportent son symbole représentatif des minorités, mais ça a toute leur signification en fait. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi derrière tout ça un lâcher prise du code Ace, de dire ça y est maintenant on va faire ce qu'on pouvait pas faire avant, mais du coup c'est des hommes qui voient ça aussi, donc ils voient ça aussi avec le côté un peu sexuel. Ah bah oui, totalement. Donc c'est là qu'on commence à voir les communautés LGBT être représentées. Donc par Montoya, comme on voit là, où carrément elle est mise en difficulté dans son métier dans Gotham Central, dans la série Gotham Central, là où en fait on la prend en photo et on dévoile son homosexualité aux yeux de tous, donc aux yeux de sa famille, donc elle traverse des périodes difficiles. Donc là l'homosexualité est totalement traitée, et très bien traitée d'ailleurs dans cet ouvrage. Autre forme de minorité auquel on ne pense pas forcément, surtout en parlant de Batgirl, qui devient Oracle après Killing Joke, c'est les personnes handicapées. Donc voilà, Batgirl c'est tellement devenu classique qu'elle est handicapée après Killing Joke. On ne pense pas que finalement elle est représentative d'une minorité. C'est inédit. Voilà. Beaucoup de personnes dont on parle peu dans les comics, et elle prouve en fait qu'on peut très bien être indépendant et faire plein de choses et avoir un rôle dans une équipe avec sa tête et pas forcément avec ses jambes. Donc parce que là dans... donc elle est en 89 avec Killing Joke quand on lui tire dessus. 89. Il a depuis recouvert l'usage de ses jambes. Oui, bien sûr. Ce qui a été très Ce qui est dommage. Ce qui est très controversé, parce que comme vous le disiez, c'est l'une des rares handicapés au sens large du terme. Parce que, je prends des hommes, il y avait Amanda Waller, la leader de ce squad, qui était, disons-le, franchement obèse, et il la ressort, elle est complètement mince. Et en plus c'est une femme noire, en plus, il n'y avait pas tant que ça, une femme noire qui avait un caractère très, très solide, etc. Ils l'ont rendu complètement lisse. Ouais, ce qui est dommage. Et de même que Batgirl qui retrouve ses jambes, Batgirl qui retrouve ses jambes, c'est un peu dommage. On le retrouve aussi dans Titango, sinon avec comment elle s'appelle? Dans la série, ils ont mis une noire ou une black. Starfire. Starfire, Ah, Titan, pas Titan. Ah, Titan. Ouais, Titan, ouais. Teen Titans sur Netflix, ils ont mis une black. Oui, mais ça c'est bon. Oui. C'est par rapport à... C'est pour répondre au quota cinématographique, malheureusement. On ne reproche pas le fait qu'elle soit noire, on reproche le fait qu'il fasse ça juste pour répondre au quota. Personnellement, j'aurais plutôt vu le latino. Et donc l'influence d'Oracle handicapé, elle est tellement forte qu'on la retrouve en fait sous un autre personnage dans la série Arrow, qui traite de Green Arrow, où en fait Oracle est remplacé par Overwatch, donc Felicity Smoke, qui devient le temps de quelques épisodes, qui a le même rôle déjà auprès d'Arrow que Oracle a auprès de Batman, et au bout d'un moment elle devient aussi, elle est en fauteuil roulant également. On va retrouver vite ses jambes aussi. Voilà, on a fait le tour un peu de la place et de quel rôle tiennent les femmes. Pour conclure, juste, ce qui est intéressant, en tout cas moi ce que j'ai pu remarquer, c'est que vu le panel qu'on a de femmes, chaque femme, ou même homme, peuvent s'identifier. Je trouve que chaque femme peut voir le côté amoureux qu'on peut avoir avec Harley, le côté un peu femme fatale avec Poison Ivy, le côté distant avec son homme, avec Catwoman. On peut tous se représenter plus ou moins avec un trait de caractère par rapport aux femmes. Et c'est vraiment intéressant. Et c'est un univers très très étendu. Que Batman peut se vanter d'avoir contrairement à d'autres. Voilà, merci de nous avoir écoutés. C'est un plaisir pour nous d'avoir fait cette émission. J'aurais une petite question. Oui. Je remarque par rapport à Batman en général qu'en fait, à la base, ce sont en fait des déclinaisons féminines du personnage masculin de base. C'était un grand mouvement chez Marvel, ils ont beaucoup mis en avant Captain Marvel, Carl Danvers, c'est un film récemment.
vous pensez pas, enfin, j'ai rien contre, hein, vous pensez pas qu'il y aura la véritable percée, c'est le jour où il y aura un personnage féminin fort qui arrivera, entre guillemets, ex nihilo, qui dépendra pas de ce paparazzi origine, un personnage masculin. Wonder Woman. Wonder Woman. Il reste Wonder Woman, mais voilà. Bah, c'est Wonder Woman. Comme Captain Marvel ne dépend. Mais il n'y en a pas eu, non, je reconnais, mais il n'y en a pas eu vraiment eu d'autres récemment. Dans DC, non. Voilà, c'est vrai qu'il y a. Après, la particularité, c'est qu'elles arrivent à naître d'un personnage masculin et elles arrivent à avoir leur propre identité, leur propre série et limite à s'en détacher totalement. Batgirl, on la voit, par exemple, la série de Batgirl, la série comics, hein, je parle, on n'a pas télévisée, on la voit jamais avec Batman. Contrairement d'ailleurs à Nightwing. Si vous suivez Nightwing, le Robin, dans la série des années 2000 de Nightwing, on le voit toujours, limite lui il a du mal à prendre son indépendance par rapport à son créateur. Parce que Batgirl, elle a pas de mal. C'est même, elle est beaucoup plus puissante à ce niveau-là en matière de qualité de série, dans le sens où elle arrive à acquérir beaucoup plus rapidement son indépendance par rapport à son homologue masculin. Nightwing, lui, n'arrive pas. Là, il arrive récemment dans Rebirth à se détacher de Batman, mais dis donc, ça a été dur quoi. Tandis que Batgirl, tout de suite, on l'a détaché de Batman assez facilement. Et moi, pour le coup. Il y a un exemple, c'est quand Batman l'envoie comme agent infiltré dans une organisation voilà. qui il obéit toujours à il le fait sur son ordre, il lui fait des rapports. Voilà, il obéit toujours à Batman, tandis que Batgirl, elle n'en a rien à cirer de Batman. Oui, mais il y a toujours le côté rapport père. Bah ouais. C'est ça, il est très fort, et même limite condescendance. Je veux dire, on sent un rapport où Batman fait bien comprendre que c'est lui le chef, c'est pas Nightwing. Ouais. Moi j'avais une question aussi par rapport à vous. C'est quoi qui vous attire, parce que vous aimez l'univers de Batman, c'est quoi qui vous attire en tant que femme? Dans l'univers de Batman? Ouais. Oula, c'est une question existentielle ça. Qu'est-ce qui m'attire franchement, j'ai commencé avec Batman parce que je voulais lire des comics et j'ai choisi au pif. Et je peux pas l'expliquer, j'adore. Enfin, si je devrais l'expliquer, dans ce cas-là, c'est une conférence, hein, point par point. Mais non, parce que quand on est un garçon, c'est vrai qu'on a le côté super-héros. Bon, moi, je m'identifie à Batman, hein. Non, pas parce que j'ai Batman Zoro. Non, mais vous pouvez nous rejoindre sur le stand Batman Legends pour parler, parce qu'il faut qu'on libère la salle. Parce que là, je crois que la directrice, elle tient plus les... Ouais, mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir aidés. Merci. Pas du tout.